Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes dernières lectures. Donc j'ai 3 romans et 2 bandes dessinées à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. Le premier livre à vous présenter, il s'agit de Ce sera moi de Lila Lee. Je pense que ça se prononce comme ça, dans les éditions Hachette Roman. Donc là j'ai un service presse, donc bon, normalement il n'y a pas cette bande-ci, il y a quelque chose sur le dos et c'est pas du tout cette 4ème de couverture. Il y a aussi les coordonnées là que je cache, donc je vais l'enlever pour éviter de faire une bêtise durant cette vidéo. Alors Ce sera moi, c'est l'histoire de Sky Shi, je crois, en tout cas de Sky, qui veut participer à un concours de chant et de danse pour rentrer dans le monde de la K-pop. Le problème étant qu'elle ne correspond pas aux standards de la société et que beaucoup de personnes trouvent qu'elle n'a pas sa place et qu'elle n'a pas un poids en fait adapté à ce genre de concours. Donc forcément Sky elle va se battre contre ces remarques désobligeantes, contre cette injustice qui est de la part des candidats, du jury et même de sa mère qui n'a pas du tout confiance en elle et qui pense que elle ne réussira pas sa vie avec le poids qu'elle a en ce moment. C'est vraiment un roman feel good, même si il aborde des sujets assez compliqués comme la grossophobie, la sexualité, les médias, le danger des médias du coup. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés, notamment la culture coréenne et la K-pop. Donc sur cette partie-là, je pourrais pas trop me prononcer, je sais pas si c'est de bonnes représentations parce que je ne connais rien à la K-pop, mais en tout cas sur tous les autres aspects et tous les autres sujets, j'ai trouvé que l'autrice arrivait en fait à aborder ces sujets avec une certaine légèreté tout en nous faisant prendre conscience de la réalité de la chose. Elle va pas aller dans des clichés, elle va essayer de représenter le monde tel qu'il est, même si il y a certaines fois vous pouvez lever les yeux au ciel en vous disant oui mais la personne là ne dirait pas une chose comme ça en public. Méfiez-vous parce que moi je sais que j'ai déjà eu des commentaires publics assez choquants sur moi et mon physique. Donc franchement ce qu'elle transmet dans ce livre c'est vraiment une réalité assez compliquée et je trouve qu'elle donne une bonne leçon. Si j'avais eu ce livre-ci quand j'étais à peu près au collège-lycée, je pense qu'il m'aurait plus servi que maintenant parce que c'est vrai que au jour d'aujourd'hui je m'accepte comme je suis, j'aime mon corps, j'ai plus ce combat là de m'accepter, mais je sais que quand on est adolescent et qu'on commence à se construire c'est assez compliqué, surtout avec la société qui renvoie, comme je vous ai dit, des standards assez précis de ce que doit être une belle fille ou je ne sais quoi. Et ce livre aussi montre que notre valeur ne se fait pas en fonction de notre poids et que on peut faire quelque chose si on est déterminé, si on croit en nous et si on va jusqu'au bout de nos limites. Donc c'était vraiment un bon livre avec une belle morale. Il y a un petit peu de romance par-ci par-là mais c'est pas exagéré. En fait tout est raconté d'une simplicité, on se croirait même dans un journal intime et c'était vraiment cool à lire. Moi j'ai passé un bon moment. C'est vrai que si vous avez un petit coup de mou sur votre confiance en soi, et lisez ce livre parce que le personnage de Sky je le trouve encourageant, déterminé. Alors elle a forcément ses phases de doute comme chaque personne sur terre, hein, on peut pas être parfait, mais elle arrive à retourner la situation, elle arrive à bien s'entourer pour avoir les meilleurs conseils. Donc c'était vraiment cool de lire ce livre aussi et je vous le conseillerais si vous cherchez un livre vraiment feel good qui aborde quand même des sujets d'actualité assez compliqués mais qui le fait avec une parcimonie et une simplicité incroyable. J'ai également lu Sorcery of Thorn. Je suis désolée pour cet accent anglais qui vient de nulle part.
de Margaret Rogerson. Donc là c'est dans les éditions Bragelonne. Ici on va croiser le chemin de Elisabeth qui fait partie d'une des bibliothèques du monde dans lequel on se trouve. Et donc il y a plusieurs bibliothèques et il y a la bibliothèque royale. Elle fait partie d'une des bibliothèques en périphérie, on va dire. Et donc elle est dans cette bibliothèque depuis qu'elle est toute petite. Elle ne connaît pas trop son passé, elle connaît pas ses parents, elle sait juste qu'elle a atterri dans la bibliothèque un jour comme ça, parce que c'est ce que la directrice lui a raconté. Son objectif c'est de devenir gardienne. C'est un statut assez convoité mais qui n'est pas forcément donné à tout le monde parce qu'il faut faire des sacrifices, il faut beaucoup travailler et voilà, c'est très rare les personnes qui deviennent gardiennes, mais Elisabeth est déterminée comme jamais parce que pour elle c'est vraiment sa destinée, c'est vraiment le métier qui lui correspond. Alors on est dans une société assez particulière où les grimoires peuvent se transformer en monstres si ils sont maltraités, on va dire. Par exemple si vous faites couler de l'encre sur le livre, ils peuvent se transformer en maléfiques. Et c'est ce qui va arriver dans la bibliothèque de Elisabeth. Un des grimoires qui vient d'arriver va se transformer en monstre et détruire tout sur son passage. Elisabeth va être accusée de cette libération puisqu'elle faisait partie du processus de protection de ce grimoire. Elle va trouver secours auprès d'un sorcier qui s'appelle Nathaniel, j'adore ce prénom, et ils vont tous les deux essayer d'innocenter Elisabeth. Et donc voilà, ça c'est le début de l'histoire. Il faut savoir que c'est un roman one shot, donc vous avez qu'un tome. Donc ça déjà je trouve que c'est une bonne chose parce que on n'a pas à se dire qu'on rentre dans une série avec plusieurs tomes où on va devoir à chaque fois attendre la sortie. Alors pour ce roman, je dois vous avouer que c'est un coup de cœur de ce début d'année. J'ai particulièrement aimé cet univers, ces personnages. Alors tout d'abord il faut savoir que les personnages de Elisabeth et Nathaniel répondent quand même à des codes du genre, pas forcément des clichés mais plutôt des codes. C'est-à-dire que d'un côté on a Elisabeth qui est une jeune fille avec un passé mystérieux qui comme par hasard va se démarquer des autres alors qu'elle était tranquille dans sa bibliothèque depuis des années. Bref. Et puis de l'autre on a Nathaniel qui est lui un jeune garçon, un jeune sorcier mystérieux, un peu bad boy avec un passé sombre, tout ça. Donc ça rappelle quand même plusieurs personnages qu'on a déjà croisés. Mais la particularité c'est le monde, le fait que les livres se transforment en grimoire, le fait que elle soit accusée d'un crime qu'elle n'a pas fait. Donc il y a une petite enquête policière derrière parce qu'elle va essayer de trouver qui est le coupable et quel est ce coup d'état contre elle. C'est une intrigue vraiment bien construite parce que c'est pas du tout le schéma basique de un élément perturbateur, des péripéties et la fin. On a plein de retournements de situation, on sait plus où on va au bout d'un moment. Par contre, mon personnage préféré c'était Silas, qui est le serviteur en fait de Nathaniel, mais qui lui aussi a quelques petits secrets. Donc ça c'est vraiment la particularité de ce tome-ci, c'est que il y a beaucoup de mystères et on vous parsème des petits indices ou des choses qui sont incohérentes sur le coup et vous vous dites il y a quelque chose derrière, et puis quelques chapitres après vous découvrez quoi. Donc ça amène un certain rythme de lecture et une certaine addiction à ce livre puisque je l'ai fini en moins de 24 heures clairement. Donc vraiment c'était une très bonne lecture, je le conseillerais à toutes celles et ceux qui aiment ce genre de livres fantasy avec de la magie, avec des livres, avec un complot, des trahisons, des secrets, de la romance éventuellement, même si c'était pas vraiment le caractère premier de ce livre. En tout cas je pense que si elle veut faire un deuxième tome, même si ça ne sera jamais le cas, je l'achèterai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cet univers. Et je suis même dégoûtée que ce soit un tome, mais après je me dis,
Je sais pas ce qu'elle pourrait faire d'autre parce que tout a été dit, toutes les zones d'ombre ont été éclairées, il n'y a pas de mystère à la fin. Et voilà, c'est fait quoi, elle a fait son truc, il passe à punto, elle peut rien faire de plus, donc bon. On continue sur la route des coups de cœur avec Le Royaume assassiné de Alexandra Christo dans les éditions de Saxus. Donc moi j'ai cette très belle édition reliée que je trouve magnifique. Alors dans ce livre-ci nous serons dans une réécriture, une réinterprétation du conte de La Petite Sirène. On va du coup croiser le chemin de Lyra. C'est une sirène extrêmement dangereuse avec une réputation vraiment qui fait pâlir les plus courageux puisque vraiment elle est meurtrière et elle adore ça. Prendre les cœurs des princes dont elle croise le chemin, c'est son dada, on va dire. Alors pourquoi elle est comme ça? Notamment parce que sa mère est la reine des mers, des mers. Et du coup, sa mère est extrêmement violente et par éducation, Lyra est aussi extrêmement violente. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que c'était un roman à deux voix. Donc vous voyez le côté de Lyra et vous voyez le côté de Eliane. Eliane, c'est un prince qui adore être sur la mer, sur son bateau qui s'appelle le Sade, je crois, il a un équipage dont il fait confiance à 100%, et lui, le trône, la couronne, les obligations, c'est pas son truc. Tout ce qu'il veut, c'est être sur la mer pour chasser des sirènes. Et là, vous vous dites, il y a deux personnages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui vont forcément se rencontrer au bout d'un moment, puisque Lyra va s'attaquer à une des siennes pour protéger un prince, parce que elle constate que c'est sa propriété et du coup faut pas que l'autre sirène, on va dire, le touche. Le problème étant que sa mère est extrêmement furieuse par ça et qu'elle décide de la transformer en humaine. Eliane va du coup secourir Lyra sans savoir que c'est une sirène, et on aura du coup cette petite histoire entre Lyra qui est une sirène qui se fait passer pour une humaine et Eliane qui lui est un prince meurtrier de sirènes qui recueille une sirène sans savoir que c'est une sirène parce qu'elle est humaine. Enfin voilà, après il y a toute une histoire autour parce que Lyra elle a un objectif précis pour regagner la confiance de sa mère, et à côté de ça Eliane lui aussi il a un objectif pour éradiquer, on va dire, les sirènes, et surtout la plus dangereuse d'entre toutes, c'est-à-dire Lyra. Donc il y a un récit qui va se construire, comme je vous ai dit, en deux voix. On aura le point de vue de Lyra et de Eliane. Déjà j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on peut s'attacher aux deux personnages. C'est pas Eliane d'après le point de vue de Lyra, parce que quand on voit les deux points de vue des personnages, on se rend compte qu'ils pensent pas forcément la même chose et qu'ils ont des a priori l'un face à l'autre, ce qui est normal, hein, ils viennent de se rencontrer quand même, mais c'était vraiment intéressant. Donc voilà, on s'attache plus aux personnages et je trouve que c'est mieux parce que par exemple on va avoir les pensées de Eliane qui est un humain qui lui veut tuer des sirènes, et à côté de ça on aura Lyra qui elle veut être fidèle à 100% à sa mère, et vraiment ça va être deux points de vue différents qui vont pas forcément s'opposer, mais ils auront tous les deux raison et tous les deux tort. Donc c'était vraiment un très très bon récit. Pour ce qui est de l'action, incroyable mais vrai, on fait rebondissement en rebondissement, quiproquo en paroles cachées, en secret, en trahison, en machin. Vraiment, vous n'arrêtez pas. Vous ne pouvez pas respirer pendant cette lecture parce que vous êtes là en mode, vous connaissez la situation des deux et du coup ça vous met encore plus mal parce que vous vous dites, on sait qu'un jour, à un moment donné, dans ce récit, dans ces 500 pages je crois,
il va y avoir cette révélation et vous avez envie d'être là parce que vous êtes privilégié par rapport aux deux, parce que vous avez toutes les informations et que du coup vous voyez ce qui se passe. En fait, il y a plein de questions qui viennent pendant votre lecture, ce qui fait que vous réussissez à garder un rythme hyper régulier. Je l'ai lu très rapidement, j'ai trouvé que tous les personnages étaient bien exploités, même s'il y en avait plus exploités que d'autres. J'ai trouvé les, on va dire 200 dernières pages, 150, 200 dernières pages vraiment passionnantes. Je les ai enchaînées comme jamais. Vous avez dû le voir passer maintes et maintes fois sur les réseaux sociaux ou en librairie, mais il vaut vraiment le détour. C'était vraiment une très belle histoire, une très belle réinterprétation. Moi je sais qu'on a poussé tellement pour que je le lise et je remercie Marion de m'avoir poussé autant pour le lire parce qu'il était juste incroyable. Ensuite, je voulais vous présenter deux bandes dessinées que j'ai lues et que j'ai particulièrement aimées. Tout d'abord, nous avons The Wendy Project de Osborne Fish dans les éditions Ankama. Donc c'est l'histoire de Wendy qui est en voiture avec ses deux frères, John et Michael. Et en fait, elle va avoir un accident de voiture où celle-ci va partir dans l'eau. En fait, ils sont sur un pont et elle va partir dans l'eau. Alors que Wendy et John remontent à la surface, ils vont voir Michael partir là-haut avec Peter Pan. Et là va commencer un vrai combat pour Wendy et pour sa famille, puisque Wendy est persuadée d'avoir vu Michael partir avec Peter Pan et c'est ce qu'elle raconte aux autorités, c'est ce qu'elle raconte à sa famille, mais tout le monde autour d'elle est persuadé que Michael est décédé et ils vont faire l'enterrement, ils vont faire les adieux, ils vont voilà, au bout d'un moment changer la chambre qu'il occupait et Wendy va rester campée sur ses positions même si elle va voir une psychologue, même si elle écrit dans son journal de dessin. Vraiment, elle reste sur cette idée que Michael est parti avec Peter Pan et elle veut absolument le trouver. C'était une très belle bande dessinée qui parle du coup du deuil et de l'acceptation de la mort. Vous vous doutez bien que Michael qui part avec Peter Pan alors que tout le monde à côté fait son deuil, il y a un décalage entre le traumatisme de Wendy et la réalité de ses proches. Et en fait, ça montre aussi que l'après, c'est pas forcément quelque chose de négatif et quand quelqu'un meurt, il n'est pas forcément malheureux de vous quitter, mais peut-être qu'il va rejoindre un monde où il sera encore plus heureux, où il va s'épanouir. Et c'est un petit peu la morale de cette bande dessinée, de se dire que la mort c'est quelque chose de terrible pour nous, mais c'est pas forcément quelque chose de terrible pour la personne qui l'a subi, et qu'il y a peut-être quelque chose au-delà qui comblera son bonheur et qu'on devrait se réjouir d'avoir vécu des instants avec et de le laisser partir maintenant. Donc c'était très troublant comme lecture. En plus de ça, je trouve que les dessins sont encore plus troublants parce que en fait c'est principalement du noir et blanc et vous avez des moments de couleur qui correspondent souvent à la folie de Wendy, enfin à la folie, au traumatisme plutôt de Wendy qui amène à s'imaginer certaines choses. Il y a en plus toute une référence à Peter Pan, beaucoup de clins d'œil. On a même des citations de Barry qui sont retranscrites là-dedans, qui sont un petit peu modifiées pour parler de Wendy, mais on voit la citation à l'origine. Enfin, je voulais vous présenter Les Indes Fourbes, ou alors le titre, le deuxième titre il est là, je vais pas vous lire tout, de Erol et Guarnido dans les éditions Delcourt. Alors déjà parlons de ce bijou, juste la couverture je la trouve extrêmement belle. Le travail à l'intérieur
est à la hauteur de la couverture parce que c'est vraiment un travail d'illustration incroyable. Vous avez une double page que je trouve mais magnifique, qui est celle-ci. Elle est vraiment très très belle. Bref, alors j'ai pas de date précise, mais quand je lis la 4e de couverture, ils disent les aventures picaresques dans l'Espagne du siècle d'or et dans cette Amérique qu'on appelait encore les Indes. Donc il y a quand même un paquet d'années. Du coup, c'est l'histoire de Pablo qui va nous raconter ses aventures incroyables dans cette Inde et dans cette Espagne. Il faut savoir que Pablo, il est né dans une famille pas forcément populaire, il est pas élevé socialement et lui son but c'est vraiment de gagner de l'argent sans travailler parce que c'est un petit peu ce que son père lui apprenait. Mais le problème c'est que c'est pas aussi facile que ça et Pablo il est très maladroit, du coup il se fait renvoyer de beaucoup d'endroits possibles et inimaginables. Il essaye de retourner à chaque fois la situation avec des petites manigances mais au final ça ne va pas, jusqu'au jour où on le retrouve qui va chez un commandant, je ne sais plus le nom du commandant, mais il va chez lui avec un collier, avec une pièce d'or on va dire, et il dit qu'il a trouvé l'Eldorado, un nouveau monde rempli de richesses, rempli d'or. Et ce commandant, il faut savoir qu'il avait parié sur un aventurier qui s'appelle Don Diego pour retrouver ce nouveau monde. Donc à côté de ça, il voit Pablo arriver en lui disant je sais où c'est. Il va le forcer à raconter son histoire et c'est là que commence voilà, une remontée en arrière, des flashbacks. C'est un récit qui est divisé en 3 chapitres et je peux vous dire que cette bande dessinée va vous retourner le cerveau parce que on a une alternance entre des flashbacks et le moment présent. De ce qui va arriver après, de ce qui va arriver avant, de ce qui est déjà arrivé, enfin vraiment ça vous retourne le cerveau sans pour autant vous perdre parce que vous quand même vous suivez l'histoire comme vous pouvez, mais il y a plusieurs versions de l'histoire, c'est tout ce que je pourrais vous dire sans vous spoiler et il faut pas toujours se fier aux apparences. Faut quand même rappeler qui est Pablo et voilà. Je vous laisserai découvrir cette bande dessinée qui est très dure à résumer mais que j'ai particulièrement aimé. Les dessins sont incroyables, l'histoire est incroyable, les personnages sont très bien construits. Le Pablo qu'on voit au début du récit et pas du tout le Pablo qu'on voit à la fin. C'était une très bonne bande dessinée. Je ne saurais pas vous l'expliquer sans vous spoiler en éléments parce que c'est assez compliqué d'expliquer. En fait, si je pouvais spoiler, je vous dirais que j'ai adoré ça. Mais là, je vais éviter de le faire pour vous donner envie de découvrir cette bande dessinée. Mais en tout cas, 3 chapitres m'ont captivée. Je l'ai lu d'une traite. J'ai adoré. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos lectures. Quelles ont été vos lectures, quelles sont vos lectures actuelles. Moi je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!